Bonjour. Alors ce soir, nous allons faire une petite méditation pour essayer de faire la différence entre le soi et le mental. Le mental et notre ego ont mauvaise réputation. Tout le monde veut se libérer du mental ou encore détruire l'ego pour cesser de souffrir. On a parfois du mal à se poster en simple observateur de nos pensées et à se mettre à nous ronger. Donc comment faire pour ne plus subir ce stress et cette souffrance? On va essayer d'y voir un petit peu plus clair. Nos pensées vont et viennent sans arrêt, ça on le sait. Lorsqu'on commence à pratiquer la méditation, on se rend vite compte que notre mental est toujours dans l'ego. Dans cet état de conscience, on s'identifie à un moi qui analyse, qui juge, qui raisonne, ou qui cherche à comprendre, qui conclut. Mais aussi, on s'identifie aux émotions, aux états d'âme, aux désirs. Bref, à l'activité de notre esprit. Et notre vécu est lié au regard que l'on porte sur soi-même et sur le monde. Alors il faut prendre conscience dans un premier temps que ce qui se vit est différent de ce qui se dit. Voilà, on a tendance par réflexe à croire tout ce que notre mental nous raconte. Or, en méditant, on prend conscience que nos pensées sont juste des interprétations de la réalité. De manière inconsciente, on projette sur l'autre notre monde intérieur sous forme de pensées, d'émotions, d'opinions. Par exemple, 5 personnes peuvent donner des significations très différentes à une même situation. Pour un manque d'égard, par exemple, c'est un exemple, pour un manque d'égard de leur conjoint, il existe potentiellement 5, voire plus, réponses émotionnelles différentes en fonction de leur perception de l'événement. Si on se laisse porter par le sentiment de la colère, on va se dire « mais pour qui se prend-il à me traiter comme ça ?» Voilà, si votre conjoint, par exemple, voilà, vous manque d'égard, la colère, avec colère, on va répondre « mais pour qui se prend-il à me traiter comme ça ?» Si on est plutôt d'humeur déprimée ce jour-là, on va se dire « ça me prouve juste qu'il ne m'aime pas ». Si on est plutôt jaloux ou jalouse, on va se dire « il doit vouloir me quitter pour un ou une autre ». Si on a été blessé, si on a notre enfant intérieur qui est blessé, il va se dire « je ne mérite pas d'être traité comme ça, car je suis très attentionné ». Et au contraire, si on laisse parler notre culpabilité, on va se dire « j'ai dû faire quelque chose de grave pour qu'il me traite ainsi ». Et ça, c'est encore que 5 petites choses, mais il peut y avoir encore plein d'autres raisons qui interviennent. Donc, qu'observons-nous? On observe que la façon dont nous voyons ou nous ne voyons pas les choses, en fait, détermine la manière dont nous y répondons. C'est ça qui est important. Les 5 personnes nourrissent leur mental avec des pensées automatiques qui produisent à leur tour des émotions forcément désagréables. Donc l'émotion, en fait, il faut savoir si c'est une réaction bien réelle ou plutôt une pensée imaginée. Quand la personne de l'exemple pense
ça me prouve qu'il ne m'aime pas. Cette personne est-elle vraiment certaine que son conjoint ne l'aime pas? Eh bien non. Fait-elle réellement l'expérience du non-amour de son mari dans l'instant présent? Non. La pensée dit quelque chose, mais cela ne se vit pas, ici et maintenant. Elle pense, imagine, interprète de ce fait, mais ne vit pas concrètement ce qu'elle dit. En revanche, ce qui se vit, c'est la réaction à la pensée. Et souvent, c'est pour ça qu'on confond l'émotion qui arrive après la pensée avec ce que la pensée dit. Et c'est pour cette raison qu'on croit qu'elle dit vrai. La pensée est avant, l'émotion est après. C'est ça qui est important. Du coup, il faut se fier à son ressenti pour décrypter le réel. Quand une information est crue, dans la vision personnelle, un ressenti, par exemple un sentiment de jalousie, un sentiment de déprime, peut apparaître et vient confirmer la conviction de la croyance. Au contraire, si la pensée est considérée pour ce qu'elle est, c'est-à-dire juste une pensée, mais qui n'est pas nécessairement la réalité, du coup le ressenti est différent. Dans la vision personnelle, le moi cherche à comprendre, à donner du sens à ce qui se vit. Alors que dans la vision impersonnelle, au contraire, l'expérience est directe. Les informations, les perceptions évoluent et disparaissent d'elles-mêmes. Alors, comment se libérer? Eh bien, en méditant, on se rend compte que l'on crée notre propre souffrance en croyant à nos scénarios imaginaires. Voir le mental, sans jugement, amène à se libérer de la vision personnelle et fait la place à un état naturel simple et sans effort. Une fois que la personne, par exemple de l'exemple numéro 2, donc celle qui déprimait, est consciente en fait de son fonctionnement, elle peut se demander: est-ce que je suis en train de vivre ce que mes pensées me racontent? Voilà, lorsque l'on augmente son niveau de conscience, donc grâce à la méditation, on augmente notre niveau de conscience, la situation change avant même que l'on fasse quoi que ce soit. On peut s'autoriser à sentir les tensions, la tristesse et reconnaître cette agitation juste pour ce qu'elle est. Des pensées, des émotions, des sensations. Donc on va essayer de pratiquer ce soir une petite séance sur la présence. Voilà, donc on va se mettre dans un endroit calme. Voilà, tranquillement. Comme d'habitude, on va se mettre dans une posture agréable, confortable. L'important, ça va être, pour faire cette méditation, l'important, ça va être la motivation. Il va vraiment falloir avoir une bonne motivation pour avoir envie d'explorer en faisant attention à ce qui se passe en nous. Donc au départ, on va être dans une attention délibérée qui peut demander un petit peu d'effort, mais à force, en fait, on va s'ouvrir à un sentiment de joie, d'espace et de liberté. Donc on est allongé ou assise comme vous voulez. Voilà, on est tranquille. Pour l'instant, on se focalise sur sa respiration. Et on commence par ne rien faire. Ne rien vouloir. Ne rien attendre. En fait, on essaye juste de s'ouvrir à notre présent. D'être présente consciemment à chaque instant. On est en pleine conscience. Soyez attentive à chaque seconde qui passe. Soyez dans le moment présent.
On remarque qu'il se passe beaucoup de choses d'instant en instant. Les doigts et mes deux mains, par exemple, se déplacent au-dessus du tapis. Le souffle qui monte et descend dans ma poitrine. Mes épaules sont détendues. Les mâchoires desserrées. Mes oreilles captent les bruits de l'extérieur, mais aussi les bruits de l'intérieur. Les bruits de ma respiration, de mes intestins. Quand je suis dans le mode automatique, j'y fais pas attention, on n'y fait pas attention. Et le regard pointe vers le bavardage mental. Je suis comme absente à mon expérience vivante dans ma tête. Ma tête peut me juger négativement, commenter et me dévaloriser si je suis critique et sévère envers moi-même. Du coup, mes pensées créent alors du mal-être et vont influencer mon comportement. Manger, téléphoner, etc. Me distraire pour ne plus sentir l'inconfort. C'est ça en fait, le schéma. Donc là, on est dans le présent, ici et maintenant. Je remarque ce qui se passe ici et maintenant. Mes doigts, mes pieds qui peuvent bouger sur le plancher. Si on a envie de pousser un soupir, on peut aussi se sourire, effectivement, s'étirer, etc. On va laisser passer un petit temps. Et puis on va se rendre compte que la perception évolue. Les mains se reposent. Les pieds, les jambes peuvent se plier et se déplient. Les épaules peuvent se soulever, les bras s'allongent. On essaye de ressentir les mouvements du corps et toutes les sensations qui y sont associées. Par exemple, l'ouverture de la poitrine qui respire. On peut prendre conscience des battements du cœur. Du bruissement de l'air dans notre nez. La chaleur d'une tasse de thé, si on est en train de travailler. Le poids d'un bras ou d'une main qui se soulève. Et une fois qu'on s'est familiarisé avec tous ces ressentis, toutes ces sensations kinesthésiques, on va venir s'ouvrir à d'autres sensations. On revient aux sensations primaires, aux 5 sens. On va revenir à l'audition, à l'odorat, au goût, à la vue. On va rajouter à ce qui a été remarqué tout ce qu'on a entendu, tout ce qu'on a senti, un vent frais, par exemple, sur notre visage. Si éventuellement on est en train de boire un thé ou un café, on peut ressentir l'odeur du café au fond du palais. Tout cela est aussi remarqué. Il y a alors conscience du son et de l'écoute du son. Conscience de l'odeur et du fait de sentir. Conscience du goût et du fait de goûter.
conscience de la vision et du fait de voir. Donc voilà, allez tranquillement à votre rythme jusqu'à vous sentir à l'aise. Jusqu'à ce que vous puissiez repérer tout ce qui fait la différence entre notre pensée et nos ressentis, entre notre soi et notre mental, entre la pensée et l'émotion. On va observer la parole. Essayez d'être conscient, conscience de vous en train de parler, sans rien modifier. Parlez à voix haute, tout en écoutant ce qui est dit. Sentez que les postures du corps, les sensations internes et externes vous donnent des informations sur votre relation aux autres, en résonance avec ce que vous dites. Du coup, après, voilà, on peut inclure l'écoute des pensées, des émotions, du mental. L'exercice qu'on peut faire dans la journée, quand vous travaillez, quand vous êtes chez vous, ou même en télétravail, vous pouvez prendre un petit moment. Et puis, entraînez-vous à laisser le regard glisser de la vision personnelle à la vision impersonnelle, de la contraction à l'expansion, de la joie à la souffrance, de l'ouverture à la fermeture. Voilà, c'est en goûtant cette danse des opposés que tout se libère. Il faut vraiment prendre conscience de ça, de cette différence entre nos pensées. Ce que l'on pense n'est pas forcément vrai. Il faut bien tenir compte de ça. C'est peut-être possible ou pas. À chaque fois qu'une pensée nous traverse, bien faire attention aux émotions qui s'y relient, au mental qui s'y relie et à l'écoute de nos pensées qui se relient à ça. Et se poser la question, mais est-ce vrai? Est-ce que cette pensée est vraie? Je pense que mon mari ne m'aime pas, mais est-ce vrai? Y a-t-il des preuves concrètes? Voilà. C'est vraiment l'exercice que je vous conseille de faire aujourd'hui. Voilà, je vous laisse avec ce beau travail, ce grand travail, ce vaste travail. Je vous fais des gros bisous, je vous dis namasté et je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.